des blogueurs. Nous nous excusons pour le retard rencontré du fait de l'enregistrement tardif de certains participants. Donc, le Cameroun présente une épidémie de choléra depuis octobre 2021 et une recrudescence des cas est constatée depuis mars 2023 dans 4 régions sur les 10 que compte le pays. À date, nous avons 397 nouveaux cas notifiés avec 7 décès, portant le cumul à 18 385 cas notifiés et 427 décès enregistrés. Le taux de létalité au Cameroun est de 2,3%. Donc, face à cette situation, la réponse nationale s'est organisée autour d'un système de gestion des incidents national. Et un des piliers de la stratégie de riposte est la communication de risque et l'engagement communautaire. La mise en œuvre de cette activité nécessite l'implication active des professionnels de l'information et de la communication. Et le ministère de la Santé a donc trouvé opportun, le ministère et ses différents partenaires, d'organiser ce webinaire pour préciser les rôles et responsabilités des médias et blogueurs dans la riposte contre le choléra. Pour ce faire, nous avons sélectionné un panel d'experts qui apporteront tout au long de cette session les éclaircissements nécessaires pour que toutes les parties prenantes se sentent concernées. Donc, nous avons comme orateur M. Bangaï Nasser, qui est sous-directeur de la prévention et de l'action communautaire à la direction de la promotion de la santé au ministère de la Santé publique. Nous avons comme deuxième orateur Madame Ngo Bakale Manuela, qui est experte en communication pour le changement social et le comportement à Breakthrough Action Cameroun, qui est également, comme on l'a signalé, un orateur. Pour recueillir les avis d'experts après ces présentations, nous aurons le docteur Akamba Edwige, qui est expert en communication, qui est responsable du bureau d'information publique du système de gestion choléra au ministère de la Santé publique, et Madame Gono Christelle, qui est journaliste, experte en communication institutionnelle au ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique. Pour assurer la modération de cette session, c'est votre humble servant qui est le docteur Mandela Jacqueline, qui est responsable de l'unité recherche opérationnelle au niveau du SGI national. Cette session s'étendra sur 1 heure et prévoit, après l'introduction et la présentation, comme cela est présenté sur l'écran qui est partagé, après l'introduction et la présentation du panel qui a duré 5 minutes, 2 présentations de 10 minutes chacune seront faites par Madame Ngo Bakale sur le social media and pandemic et Monsieur Bangaï sur l'implication des médias et blogueurs dans la riposte. Entre chaque présentation, nous aurons 10 minutes d'échange et après le dernier échange, nous recueillerons les avis des différents experts. Et à la fin de cette session, nous présenterons les conclusions que l'on peut tirer. Sur ce, je vous remercie encore une fois de votre disponibilité à participer à cet exercice et je donne la parole à Madame Bakale pour 10 minutes. Merci. Bonjour à tous. Merci. Est-ce que je peux avoir les slides ou je dois partager à partir de mon ordinateur ou les pages? Voilà, merci. OK. Once more time, good morning, everybody. I'm glad to be here with you. Well, when I received the topics, I was like,
what should we say in 10 minutes about social media in pandemics? It's a very big theme, which calls for several aspects that you can raise. It can be financial, it can be social, it can be political, many types of things. But as well as we are in health, we will just go, first of all, through the different meanings of the keywords. Slide, please. Okay, here will be the structure. We'll have the meaning of keywords and expressions, connection between social media and pandemics, consideration of social media during a pandemic, tips to take advantage of social media in the fight against cholera. Some statistics we might consider about active users of social media. Slide, please. So, what the pandemic tell us? As all of us, we already know, pandemic is an epidemic of infection disease that has spread across a large region, that is more than one region. It can be in many countries and affect a lot of individuals. And between pandemics that we have gone through humanity, we can list smallpox, the plague, which has killed a lot of Black people in the 18th century. And we can have also influenza pandemics, and currents include HIV/AIDS and COVID that most of us know. Slide, please. Social. So when we talk of social, it means that we are looking at a society. We are looking at people, the way they are organized, the way they are living together, the activities that they are carrying, and the way they are meeting, spending time, and their abilities to be friendly with others. What does that mean? It means that we are no longer talking of an individual, but a community. And when we are coming for a community, it means that there will be some interactions, culture, beliefs, environments, influences, religion, education, that will be some of aspects that you need to take into account, into consideration when you will be interacting with an individual, because it will not be in his own, but now in a posture of being part of a community. Slide, please. Then we have the word media, which is the distribution, the dissemination, or interpersonal measures, such as internet, television, radios, newspaper, magazines that can help to share messages. Slide. So when we put them together, social media, it means social network and then social media. So the word network here is building some kind of connection, building some kind of relation. So there is a kind of sharing that appears at this level, that these people are now managing it together. They are building networking. And it does not stay in one sphere, it goes up to only the little environment to go amongst that. So we have those websites that allows organization to connect, to communicate, to share all the relationships and information. Slide, please. So when we are talking of marketing, there is always something that you are selling, either a product, either a service, either yourself that you are promoting. So we will be going through social network marketing, and among them, you have those that most of us know: YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, and so on. And we cannot talk of social media without talking of an influencer, nor a blogger with a person that writes or maintains a blog.
So for those aspects, my following Dr. Nasser will be developing those aspects better. So what do they have all in common? We can see that they are amplifiers. So when you are talking of social, it's not more one person. When you are talking a pandemic, it's not one country, but there are many things that involving, and the medias are there to spread. That is very huge and very big. Slide, please. So we can also see the connection between them. They seem not to have a barrier. As we have seen with COVID-19, that it was not only the matter of Cameroon or a matter of Senegal or a matter of China, but it was a matter of the whole world. Same, when you are in your house, you are making a tweet, or you are sharing a WhatsApp, or you are in LinkedIn, in a short lapse of time, you are already chatting. The information that you are sharing is, I want to say, all over the world in, let's say, less than 1 minute you are sharing. So there is no barriers. And they are touching several ones at the same time. That is taking, the other thing is they are calling attention. We are there like that. We are meeting together. This is for a purpose, how to overcome cholera. And this is our attention. And also social medias, when you are working and then you receive a kind of notification, what is called your attention too. So slide, please. So I think that how we could anticipate on pandemics. You can see those ants, and we know that ants are recognized as being great workers. So people that are involved in pandemics are equally great workers and should be considered as ants. This in a very positive manner. Slide, please. So what can we consider before we are going to involve? We should look at what could be the advantages and what could be the disadvantages of social media during a pandemic. So what we can go as advantages, we know that social media can keep people connected. We have seen it, so we can share the information. It helps build trust. It can positively influence public response to an outbreak. It can bring positivity when people are afraid, meaning they don't know how to manage. They are very lost. So social media can help. We have seen with COVID, once the good information was shared through social media, people were more calm because they had very big and great information. Particularly, they can share trusted sources of information. We know that in social media, there is a lot of things that can circulate. So promotes related pandemics behavior, because during a pandemic, we have some attitudes, some behaviors that are promoted, like during COVID, washing hands and wearing face masks. Those can be things that are shareable and easily divulgated all over the world. Then, as it has advantages, we should also consider the disadvantages that they can create panic. You know, the first images that we were receiving during COVID, it was very shocking, and people were like, oh my God, we are all going to die. This thing, and there is a lot of misinformation too that comes through. And you are like, there is this thing that is coming, and this is saying that it is a disease that only kills white men.
there is a disease that is just killing people that are maybe suffering from cancers, maybe such kind of information. So it has also very untrustworthy sources of information. And this is due sometimes to the lack of communication between sometimes they used to say the health personnel doesn't share the information that they are hiding because they are not, I mean, those of social media, they are not accessing the information. So they create information and they spread them, and we don't have any control of them. So also, you know that there are many theories, conspiracy theories that appears. That is, they want to eliminate maybe this tribe, this race of people, such kind of things. Maybe they don't want women to give birth again, such kind of things that we all know. And they can also discourage related pandemic behaviors. As I said previously, we are promoting people to, I mean, maybe in the case of cholera, if I can take an example, it might be like, take good water or take time to sterilize or have your water. Madame Bakale. Yes. Vous avez dépassé votre temps, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez commencer à chuter? Okay. So, yes. Thank you for giving me 1 more minute and then I will be going through. So I was saying that instead of promoting those attitudes, you will just have people that are saying that Black people doesn't that of dirty, for instance. So please, slide. So those are some tips that you can use on social media. Be present on the web. Identify platforms that are sharing actors, professional, tribes, or sharings. Build bridges. Nurture the platform by preparing content that you will be sharing with them, tracking rumors, and so on and so forth. Going from the principle that the friend of my friend is my friend, so I can follow what he's saying. Slide, please. Slide. So you can take a look at that picture, which is just showing how are active some of us on some social medias that can help to see how far the message can go through. You have Facebook, and then let's just come in with the bloggers. Those are some of the resources that has been used for this presentation. So thank you for your attention. Okay. Merci, Madame Bakale. Merci pour votre présentation qui permet vraiment d'implanter le décor. Et comme cela a été annoncé, nous avons 10 minutes pour les échanges. Je crois qu'il a été signalé qu'il y a des questions qui peuvent être déposées directement au niveau du chat. Monsieur Maïdé, est-ce qu'il y a des questions qui sont déjà posées? Sinon, est-ce qu'il y a des volontés de prise de parole en ligne? Merci. Merci. Il y a des volontés de prise de parole? Bon. Si nous n'avons pas de volonté de prise de parole, et au vu du retard qui a été au démarrage, nous allons donc passer directement à la présentation de Monsieur Bangaï. Monsieur Bangaï, vous avez la parole. Merci. Merci Madame Lucero. Merci aussi à nos nombreux collègues
qui sont connectés à travers notre plateforme. Ma présentation, je vais essayer de tenir dans les 10 minutes. C'est vrai qu'elle est un peu longue, mais on va essayer de tenir. En fait, elle place un peu le rôle des médias et même de l'administration. Comment est-ce que ceux qui sont impliqués dans la riposte peuvent accompagner les médias dans la diffusion de la bonne information. Et pourquoi est-ce que c'est important pour nous, dans le cadre du choléra, de travailler avec, que ce soit les médias traditionnels, que ce soit avec les médias modernes aujourd'hui. Donc, en termes de principe de base, il faut dire que il y a un droit d'accès à l'information qui est reconnu à tout citoyen. Mais en situation d'urgence, on ne doit pas restreindre l'accès à l'information parce que nous faisons face à une épidémie de choléra. Donc ça, c'est un principe qui doit guider qui doit vraiment guider tout le monde qui travaille dans le cadre de la riposte contre le choléra et beaucoup plus les médias, c'est-à-dire aller à la source de l'information est quelque chose de primordial et donner l'information à la communauté, c'est un devoir pour tous médias et pour tous ceux qui travaillent dans le cadre de la riposte. Slide. Pourquoi est-ce que nous voulons travailler avec les médias? Peut-être que ce n'est pas clair, mais en réalité, il y a des facteurs qui influencent le comportement. Et dans ce facteur-là, on se rend compte qu'il y a deux types de facteurs qui permettent d'influencer le comportement à travers les médias. Le premier facteur, c'est les facteurs individuels. Et le premier facteur individuel, ce sont les connaissances. Comment est-ce que les médias peuvent renforcer les connaissances des populations en matière de prévention et de lutte contre le choléra? Ça, c'est important. Et c'est un facteur qui vraiment influence le changement de comportement. L'autre facteur individuel, ce sont les compétences. Est-ce qu'à l'heure actuelle, si on mène une étude, on dit combien de personnes savent préparer une solution de réhydratation pour la lutte contre le choléra? On va se rendre compte que beaucoup de gens ne le savent pas. Or, à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, on peut apprendre justement à la population à préparer ces solutions de réhydratation pour quand même essayer de lutter contre une infection et essayer d'aller rapidement à l'hôpital parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, la plupart des décès, par exemple, dus au choléra, c'est le retard. Les gens accusent beaucoup de retard quand ils font l'information sanitaire. Donc, ces facteurs-là vraiment permettent de changer le comportement et les médias peuvent nous aider donc à changer le comportement des populations. L'autre deuxième facteur, ce sont les facteurs communautaires. Et là, on voit la norme sociale. Combien est-ce que des grands qui travaillent dans les médias, qui sont respectés aujourd'hui au Cameroun, peuvent prendre la parole au niveau de leurs médias et influencer dans leur communauté, peut-être dans le lavage des mains ou autres comportements nécessaires à la prévention du choléra. Pourquoi nous voulons travailler avec les médias? En réalité, une bonne intervention de communication en situation d'urgence peut permettre que des dizaines de centaines de personnes soient touchées. Donc, au même moment, et on parle là de communication de masse, donc le média ou bien les réseaux sociaux permettent de toucher un maximum de personnes et au même moment. Et là, c'est un moyen, c'est un canal privilégié pour sensibiliser la population. Slide. Troisième raison, les médias peuvent atteindre la population rapidement et à grande échelle. Donc, créer des liens entre les citoyens, les spécialistes et les intervenants d'urgence. Docteur Mandengel, là, aujourd'hui, dans ceux qui sont connectés, vous pouvez directement prendre le contact de Docteur Mandengel, créer votre contact et désormais, si vous avez besoin d'informations, elle est disponible. Le 15 c'est avec nous, Diana est là. Donc, les spécialistes sont là. Donc, avec vous, on peut rapidement atteindre la population et avec des moyens vraiment, vraiment limités. Slide. Quatrième raison, ils peuvent donner, les médias, donner des informations essentielles issues des sources fiables. Donc, au couple, si vous avez des sources fiables, quel est le nombre de personnes atteintes aujourd'hui, quel est le nombre de décès, combien de districts de santé sont en épidémie, hein? Comment apprendre aux gens à se protéger, hein? Et comment chercher de l'aide ou le traitement. J'ai parlé tout à l'heure de solutions pour la réhydratation. Donc, c'est une connaissance, une compétence qu'on doit transmettre aux populations à travers le média. Le traitement, comment est-ce qu'il se fait? Est-ce qu'il est coûteux? Est-ce qu'il est gratuit? Tout ça, c'est des informations qu'il faut partager à la population. Slide. Pourquoi les médias? On se rend compte qu'en termes de coût efficacité, si on utilise les médias, on réduit le nombre d'acteurs qui vont descendre sur le terrain pour faire la sensibilisation. Parce qu'ils partent faire quoi? Renforcer les connaissances
renforcer les compétences. Et ces deux facteurs de changement de comportement peuvent être portés par les médias. Ce qui fait qu'on va réduire non seulement en termes de coûts, parce qu'on dépense beaucoup d'argent en utilisant les agents de santé communautaire. C'est vrai qu'ils sont importants, mais dans le cas d'une agence de santé publique, ça limite même les contacts. Parce qu'un individu peut porter le germe et aller dans une communauté ou dans un ménage précis. Donc, le média est important dans ce sens-là parce que ça réduit quand même les contacts. Et on est en urgence. Slide. Voilà. Pourquoi est-ce que le média, ou bien les médias doivent s'engager? OK? En limitant les conséquences d'une situation d'urgence sanitaire, on réduit la surcharge des services de santé. Et le média travaille donc en termes de prévention. Parce que si, à travers le média, moi qui suis couché chez moi, je peux recevoir l'information sur la transmission, sur la prévention, sur le traitement, je n'ai plus besoin de me déplacer. Je peux directement appeler le 1510 parce que j'ai l'information. Donc là, le média contribue justement à faire quelque chose que nous faisons dans les hôpitaux, mais à soigner à un certain niveau en amont, OK, et à prévenir justement dans le choléra. Slide. C'est vrai que ici, c'est un rôle central des médias dans la gestion des rumeurs, des fake news. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que dans les urgences de santé publique, beaucoup d'informations erronées sont partagées au sein de communautés. Or, les médias, vous avez la bonne information, vous savez où puiser cette bonne information-là. Vous pouvez donc directement, et pas éradiquer peut-être, mais vous pouvez directement travailler sur ces fake news-là et donner la bonne information et propager vraiment la bonne nouvelle. Les organisations de médias peuvent donc aider à combler les vides. Pourquoi? Parce que nous, au COUPS, on ne peut pas gérer toutes les rumeurs. C'est impossible. Il faudrait absolument que les médias nous aident à gérer ces rumeurs-là. Je pense que le 1510 existe. En cas de rumeur, vous pouvez appeler le 1510 pour vous renseigner si effectivement l'information est bonne ou mauvaise. Donc, il y a des situations pour lesquelles nous, acteurs de la riposte, on ne pourra pas agir tant que les médias ne donnent pas aussi leur contribution ou bien ne nous aident pas vraiment à régler la bonne information. Slide. Maintenant, l'une des choses que beaucoup de médias ne savent pas, c'est que comment est-ce que les médias peuvent sauver des vies dans le cas du choléra. En réalité, ils sauvent des vies. Moi, on ne le dit pas, mais c'est la réalité. Ils sauvent des vies à travers l'information qu'ils diffusent chaque jour, à travers des émissions qu'ils organisent, à travers les micro-programmes qu'ils mettent en place, ils sauvent des vies. Les blogueurs sauvent des vies en réalité. Et dans ce cas-là, pour sauver des vies, on ne doit pas exclure les médias de la préparation à une réponse. C'est-à-dire que la gestion d'une épidémie a 3 étapes: la préparation, la réponse et la résilience. Au niveau de la préparation, le média doit être pris en compte. Et quand vous êtes déjà dans l'équipe qui prépare la réponse, ça veut dire quoi? Vous avez les contacts de ceux qui préparent la réponse au niveau du ministère de la Santé publique. Vous connaissez déjà leur visage, vous avez déjà leur contact. Vous connaissez ceux qui réellement interviennent en cas d'urgence, les Diana et les consorts et tout, qui sont au COUPS, et Madame Isola, le reste, l'incident manager, n'est-ce pas, les comités. Même au minier, parce qu'il y a des informations que vous pouvez aussi prendre au niveau des miniers. Parce que le choléra, c'est aussi des questions de potabilisation d'eau, de questions de disponibilité d'eau potable. Donc, même les acteurs du minier sont au niveau de la réponse et vous pouvez avoir des contacts avec des personnes avec qui vous pouvez échanger aussi des contacts et avoir la bonne information. Donc, le succès de l'implication des médias dans la riposte du choléra dépend de la préparation. Et aujourd'hui, vraiment, nous sommes en train de récupérer. Slide. Comment sauver des vies à travers des médias? Il est important que les acteurs des médias ou bien ceux qui travaillent au niveau des médias modernes, des médias sociaux, de venir à la source de l'information. Je vais présenter ma grande sœur qui est ici, Rakamba, qui s'occupe de l'information publique. Laissez, je fais mon atalakou, jamais. Qui s'occupe de l'information publique, qui est là aujourd'hui. Donc, vous connaissez désormais, si vous avez besoin d'informations, le docteur Akamba est là
n'est-ce pas? Si vous avez besoin de connaître les méthodes de prévention, elle peut vous diriger sur tel, ok? La transmission du choléra et tout le reste, le blablabla qu'il y a, elle peut vous diriger sur le docteur Mandel ou sur tel. Hein? En termes de traitement, qu'est-ce qu'on fait en termes de traitement? Elle peut vous diriger sur les personnes en charge du traitement au niveau du PUPS. Donc, on vous invite vraiment de venir à la source de l'information. Nous sommes là pour vous, on est disponible 24 heures sur 24. Slide. Maintenant, il est important que les médias, à un moment donné, ne soient pas déconnectés de la réalité de la réponse du choléra à l'heure actuelle. Si je demande à l'heure actuelle aux personnes qui sont connectées, beaucoup plus les médias ou les blogueurs, le nombre de cas de choléra enregistrés en ce moment au Cameroun, je ne pense pas qu'ils ont l'information. Le nombre de décès, je ne pense pas qu'ils ont l'information. Les décès de santé touchés, même seulement dans la ville de Yaoundé, je ne pense pas qu'ils aient l'information. Donc, c'est important d'avoir ces informations-là. Et nous nous sommes disposés vraiment à faciliter l'accès à ces informations. Slide. Maintenant, comment sauver des vies, c'est aussi expliquer comment empêcher la propagation. Et ça, c'est le rôle des médias, c'est le rôle aussi de ceux qui sont dans la riposte. En réalité, si aujourd'hui, on sait se laver les mains et qu'on fait la promotion du lavage des mains uniquement, je dis lavage des mains uniquement l'eau coulante et le savon, on n'a pas complété savon, mais on comprend ce qu'on veut dire. On peut réduire vraiment, on peut dire 80% des maladies. Et comme ça, on a aussi un moyen de prévention, c'est la vaccination. On doit savoir que dans le cas du choléra, on vaccine. Je ne sais pas si tous ceux qui sont connectés savent qu'on vaccine, mais on doit savoir que c'est une option, la vaccination, comme moyen de prévention. Maintenant, en cas d'apparition de signes et symptômes, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va dans la formation sanitaire la plus proche? Est-ce qu'on appelle le 1510? On doit le savoir. On dit, en cas de signes et symptômes, formation sanitaire la plus proche ou appeler le 1510. Donc, ça, on doit avoir ce type d'information pour essayer quand même de donner la bonne information aux populations. Slide. Maintenant, comment sauver des vies aussi? C'est de dire qu'est-ce que le gouvernement fait en ce moment. C'est-à-dire qu'on n'a pas abandonné la population. On n'a pas dit que la réponse dépend uniquement du ministère de la Santé publique, mais qu'elle est multisectorielle. Mais qu'est-ce qu'on fait? La prise en charge, elle est comment? Est-ce qu'elle est gratuite? Parce qu'on peut se rendre dans une formation sanitaire justement pour un cas de choléra, on vous facture. Mais on doit savoir que la prise en charge du choléra au Cameroun est gratuite. Et ça, c'est important de donner cette information-là. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que les gens ne partent pas à l'hôpital à temps. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas la compétence pour préparer les solutions de réhydratation? Est-ce que c'est parce que certains se disent que je n'ai pas assez de moyens pour me rendre dans l'hôpital pour une consultation? On doit savoir que cet accès-là, elle est gratuite. Maintenant, il y a des inspections communautaires qu'on fait quand il y a un cas confirmé au sein d'une communauté. Il y a une équipe qui descend, qui fait la désinfection. Ça a été le cas, je pense, à la prison centrale de Konengi. Donc, ça, c'est vraiment des actions ponctuelles que nous menons en ce moment. Il y a la distribution des kits, la sensibilisation de proximité, on en a fait tout à l'heure. On demande aussi aux gens d'appeler le 1510. Je profite pour juste te donner une petite information. J'ai discuté avec la responsable du 1510. Un monsieur a appelé parce qu'il faisait justement de la diarrhée, c'est ça. Mais il ne savait pas qu'il y avait le choléra à Yaoundé. Alors qu'il a eu un décès chez lui. Il ne savait pas qu'il y avait le choléra à Yaoundé. Donc, c'est important vraiment de faire la promotion du 1510 au niveau des plateformes numériques, mais au niveau aussi des médias. Maintenant, en termes de coordination, ce que nous c'est qu'on ne peut pas faire face à cette riposte-là seul. On a besoin des médias, on a besoin des blogs, on a besoin des journalistes. Mettons-nous ensemble et faisons de la riposte quelque chose de coordonné, quelque chose de cohérent pour tous les acteurs. C'est-à-dire en termes de message, en termes d'intervention, en termes de communication, on a besoin vraiment de se dire que nous sommes ensemble, qu'on doit coordonner la riposte. Et le groupe, c'est là pour ça. Donc, nos réunions, je pense qu'on partage les liens pour les réunions liées au choléra. C'est l'occasion aussi pour les différents médias de nous joindre. C'est-à-dire que c'est à travers la coordination qu'on aura des meilleurs résultats. Si on veut vraiment repousser le choléra hors de la région du centre et hors du Cameroun. Je pense que je n'ai pas trop duré, mais en finissant, je dis
lien simultané avec les médias, on peut atteindre les résultats qu'on s'est fixés. Merci, Madame le Sénat. Merci, Monsieur Bangaï, merci pour cet exposé brillant, très enrichissant, très engagé. Nous sentons que vous êtes un acteur de la réponse contre le choléra. Nous rappelons également que, comme vous l'avez déjà dit, quand vous avez terminé, la riposte contre le choléra est multidisciplinaire. Chacun a son rôle à jouer et vous l'avez brillamment appuyé. Donc, après cette brillante présentation, nous prions toutes les volontés de prise de parole de se manifester parce que, n'oublions pas, nous sommes dans un cadre d'échange. Je crois qu'il y a déjà un certain nombre d'informations qui sont faites dans le chat. Monsieur Maïdé, pouvez-vous les lire pour que je crois qu'elles sont principalement adressées à Monsieur Bangaï pour qu'il puisse répondre. La première question, c'est au vu de l'impact que peuvent avoir les blogueurs sur la population, ceux-ci n'ont-ils pas une responsabilité vis-à-vis des informations qu'ils partagent? Première question. Of course. C'est elle qui donne la parole. OK. Bon, donnez des séries de 3 questions, comme ça, il répond. Après des séries de 3 questions, il répond. Bon, la deuxième question. Communiquer, c'est bien, mais est-ce cette communication qui favorisera l'élimination du choléra d'ici 2030? Et la dernière question, c'est vrai, l'utilisation des médias réduit les risques d'exposition et l'utilisation des ressources. Toutefois, il faut toujours faire une évaluation de l'impact de la communication à travers les médias et à travers les sondages, par exemple. Bon, ça, c'est plus une remarque. C'est presque un mode de communication unidirectionnel qui ne me permet pas d'évaluer le niveau de compréhension et même des changements de comportement espérés sur la cible. Donc, il faut toujours trouver un moyen pour avoir des feedbacks. C'est un commentaire. Nous avons déjà eu 2 commentaires et combien de questions? 2 questions. Donc, Monsieur Bangaï, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup, Madame le CSE. Je pense que pour la première question, Dr. Kamba va nous aider. Est-ce que la responsabilité des blogueurs est engagée? La responsabilité individuelle, elle est engagée, elle est toujours engagée, même pour nous qui travaillons dans le public. Mais maintenant, je pense que les journalistes maîtrisent ça mieux que moi, c'est-à-dire que on a eu une information, comment est-ce qu'on vérifie que l'information est la bonne, comment est-ce qu'on la diffuse. Ça, vraiment, c'est une autre formation, c'est une autre école que je ne maîtrise pas beaucoup, mais je sais que quand même que la responsabilité individuelle est engagée en cas de diffusion d'une information qui peut s'avérer problématique. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois qu'on veut travailler avec les blogueurs ou avec les journalistes, on brief, on fait un briefing pour ne pas que le journaliste ou le blogueur sorte du canal ou bien des garde-fous qu'on a mis, se dire voilà comment est-ce qu'on communique sur tel chose, voilà comment est-ce qu'on a conçu les messages et qu'est-ce qu'il faut diffuser. C'est pour cela qu'on fait des briefings, parce qu'on sait que la responsabilité du personnel est engagée. La deuxième question sur est-ce que cette communication participera à éradiquer le choléra? Je disais que faut pas qu'on prenne cette communication-là comme l'essentiel de ce que nous faisons dans le cadre de la riposte. C'est un élément important, ok? Et il faudrait qu'on sache que en cas d'urgence de santé publique, qu'est-ce qu'on va demander aux gens? De ne plus trop se regrouper. Et qui peut passer l'information une fois qu'on ne pourra plus se voir pour faire de la communication de proximité? Proximité, ce sont les médias. Parce que nous tous, nous avons un téléphone, nous avons un téléviseur à la maison, nous avons une petite radio. Donc, c'est le canal le plus privilégié quand on fait face à une urgence de santé publique, vraiment. Donc, je pense humblement que la communication de masse peut contribuer à éradiquer le choléra. Peut-être que ma grande sœur va compléter.
Merci, Madame le modérateur, de me passer la parole. Je vais m'appesantir un tout petit peu sur la question de la responsabilité. Tous les communicateurs qui sont connectés savent que la responsabilité est primordiale chez le communicateur parce qu'elle est civile et elle est pénale. Ça veut dire que tous nos écrits nous engagent. Chaque fois que nous publions, que nous diffusons une information, nous en sommes entièrement responsables. C'est pour ça qu'on demande toujours de s'abreuver à la bonne source chaque fois qu'on diffuse une information, afin qu'on diffuse la bonne et qu'au cours de notre information, dans notre information, qu'on ne trouve pas de diffamation ou qu'on ne trouve pas de mésinformation ou encore de désinformation. Il faut donc toujours se renseigner pour pouvoir diffuser la bonne information. Vous savez qu'en cas de diffamation, c'est immédiatement le pénal. Alors, il faut faire attention, mesdames et messieurs, lorsque vous diffusez l'information parce que vous en êtes entièrement responsable. Merci. Merci. Nous avons d'autres questions dans le chat. Une question de Hans ici. Nous connaissons tous l'importance de la communication dans les activités de riposte aux épidémies. Seulement, il est difficile de mesurer l'impact par rapport aux personnes touchées. D'autre part, est-ce que c'est la communication qui changera la qualité de vie, le pouvoir d'achat et j'en pense. Ça, merci. On prend des séries de 2-3. J'ai vu, je crois que c'était Madame Myriam qui parlait de l'évaluation de l'impact. Oui, l'impact. Merci beaucoup. Oui, pour cette belle initiative. Et quel est le mécanisme formel permettant aux médias, blogueurs, d'avoir les informations de qualité en temps réel? Y a-t-il un plan spécial de communication digitale pour l'éradication du choléra dans mon ici 2030? Et la deuxième série, c'est... Bon, c'est M. Hans qui précisait que font les CTD. Ok, les CTD. Merci beaucoup, Madame le modérateur. J'aimerais répondre peut-être à Dr Jimeni pour lui dire que entre le ministère de la Santé publique et principalement le GI, il y a une sorte de contractualisation. À maintes reprises, nous nous sommes mis ensemble, on a rencontré les blogueurs avec lesquels on a échangé certains termes qui permettent qu'ils soient au fait de l'information. Ils ont tous les contacts nécessaires pour accéder au site du ministère pour pouvoir puiser l'information juste et avérée. Ils ont les contacts de toutes les personnes du SGI, ils ont les personnes de la DPS, ils ont toutes les informations et ça fait donc que chaque fois qu'ils ont voulu avoir une information, je crois qu'on a été à Crédit, on a été avec ABC, qui est l'association des blogueurs du Cameroun, avec qui on a, c'est vrai que ça n'a peut-être pas démarré sur les chapeaux de roue, mais nous avons gardé quand même des relations de contactation qui permettent que ces blogueurs soient briefés et qu'ils aient la bonne information. Merci. Oui, Madame Gonon. Oui, merci, Madame, de me passer la parole. Je voudrais apporter ma contribution au niveau de la question relative au plan de communication digitale. Alors, l'internaute se demande s'il y a un mécanisme de transmission de l'information à ce niveau. Je voudrais juste lui dire qu'en principe, les règles de diffusion de l'information sont générales pour tout type de communication, qu'on soit dans la communication mass média, la communication hors média ou la communication digitale, c'est le même procédé. Parce que le journaliste a pour rôle de collecter, traiter et diffuser. Donc, si on est dans le digital, on doit également respecter ces différentes techniques-là à travers les différents genres journalistiques. Vérifier l'information qu'on doit diffuser, se rapprocher des spécialistes de la santé avant la diffusion, le traitement de l'information, choisir le bon angle pour pouvoir toucher sa cible. Le texte, il doit être clair, il doit être limpide et pour le lecteur.
Donc, la communication digitale ne se met pas en marge de la communication classique que nous connaissons. Le mécanisme, il reste le même pour tout type de communication. Merci. Nous allons prendre une question. Je vois Mme Bombakane a une main levée. Bien sûr, je pense Oui. qu'elle peut bien nous aider pour le sondage par rapport à l'impact de la communication. Parce que peut-être tu as fait une étude même dessus concernant le PALU dans la région du Nord-Ouest. Voilà. Madame Manuela, vous avez la parole. Oui, merci. Je pense que la plupart des panélistes sont francophones, donc on va y aller comme ça. Je voulais juste apporter un ensemble de précisions pour dire que, en réalité, quand on va même parler de communication avec les médias, et il y a quelqu'un qui a parlé de plan stratégique ou plan digital et autres. Je voudrais juste rejoindre le fait que la communication doit être stratégique. Elle doit être stratégique en ce sens que, au-delà du fait que les blogueurs ou alors les responsables, les influenceurs des différents blogs peuvent nous aider lorsque nous leur permettez-moi l'expression comme ça, nous leur déversons les informations que nous voudrions qu'ils puissent diffuser. Mais il y a ce autre côté qui est qu'ils peuvent nous enseigner pas mal de choses qu'à travers nos propres plateformes, comme on a la plateforme SGI Choléra, on peut par exemple avoir un blogueur qui vous renseigne sur comment est-ce que vous allez faire du fact-checking, comment aller peut-être sur Vivid pour pouvoir vérifier une information. Ça ne sera plus simplement maintenant à nous également dans nos diverses plateformes de vérification de cette information parce qu'il y a beaucoup auprès des hommes des médias et particulièrement des blogueurs. Maintenant, il y a l'autre côté auquel j'ai pensé, c'est évidemment le plaidoyer. Comment est-ce que nous menons le plaidoyer? Quelqu'un a demandé tout à l'heure, est-ce que c'est la communication qui va permettre qu'on améliore je ne sais pas comment est-ce qu'on a dit ça, les conditions de vie. Mais oui, la communication est capable, si on sait sur quel levier appuyer, et là, véritablement, le plaidoyer rentre en ligne de compte pour toucher les décideurs. Et là, c'est une question véritablement, je le redis encore, de stratégie. Au sein même de la coordination, quels sont les types de plateformes, j'ai envie de dire, de thématiques qui sont discutées de manière à ce que les uns et les autres, en dehors peut-être j'ai envie de dire, partager le citret ou alors il y a eu ci, il y a eu ça. Est-ce qu'il y a en ce sein même, j'ai envie d'appeler ça des chambres qui font que peut-être chaque mardi, on aura telle thématique et par rapport à cette thématique, par rapport à la stratégie qu'on a avec les blogueurs, parce qu'il faut pouvoir suivre cet état de choses. Parce qu'à la fin, il faut pouvoir évaluer. Ce ne sont pas des actions qui doivent être sporadiques. Ce sont des actions qui doivent être sur un calendrier, de manière à ce qu'on puisse évaluer l'impact. Nasser a parlé tout à l'heure de ce que nous avons fait avec COVID, dans le cadre de COVID, avec l'Association des blogueurs du Cameroun. Oui, l'hésitance vaccinale, au cours de la période où nous avons intégré les blogueurs dans la stratégie, mais cette période-là, les chiffres du PEP, j'ai envie de dire ça comme ça, ont connu une croissance. Et cet échange-là continue. Ce sont des partenariats qu'il faut pouvoir mettre en place, mais de manière à leur faire comprendre qu'ils ont une responsabilité et que cette responsabilité-là inclut ce que quelqu'un est en train de demander, comment on mesure l'impact. Par exemple, quelles sont les statistiques, les hashtags qu'on a partagés avec eux? Quelles sont les statistiques qu'ils nous apportent pour dire que voici les personnes que nous avons touchées, voici les interactions qu'il y a eu, voici. Quel est le suivi qui est fait? Bon, je peux évoluer là-dedans beaucoup. Merci. OK. Merci pour cette intervention qui rend encore très intéressante les échanges que nous avons au cours de cette session.
Donc, je crois qu'il y a un certain nombre de remarques qui vont être notées et qui pourront améliorer la mise en œuvre actuelle de la stratégie et l'organisation également d'autres sessions sur les mêmes thématiques. Après ces brillants échanges, nous allons recueillir les avis de nos 2 expertes qui sont invités. Nous allons commencer par le docteur Akamba. Docteur Akamba, vous avez la parole. Merci. D'accord, merci Madame le modérateur de nous donner la parole. Ce sera simplement une redondance parce que ce soit la présentation de Madame Bakale, que ce soit celle de Monsieur Bangay, c'est quasiment, voilà, nous allons quasiment redire peut-être en d'autres termes ce qu'ils ont déjà dit. Alors, nous voulons dire, nous partons du fait que la relation entre le ministère de la Santé publique et les hommes des médias, c'est une relation de collaboration. Et qui dit collaboration dit apport, dit support, dit entraide, dit échange. Ceci dit, notre échange tournera donc autour du vocable média. Média qui, lorsqu'il est parfaitement décrypté, mettra en relief les termes de cette collaboration. Le vocable média renvoie de prime abord au concept de médiation. La dite médiation met valablement en exergue le rôle primordial que jouent les professionnels de l'information. Ils sont les médiateurs, font de la médiation au sein de la population. Au cours de cette médiation, ils exercent manifestement leur mission d'information, d'éducation et de reliance sociale, grâce auquel cette population est au fait de l'action. Vos publications, donc, mesdames et messieurs, doivent pouvoir modifier les perceptions et susciter la prise de conscience sur l'existence du danger. Elles doivent donner des informations exactes afin que les populations adoptent des attitudes et des comportements adéquats qui leur permettront de prévenir les impacts multiples dus au risque. Ne perdez pas de vue qu'au cours d'une période de crise ou d'une situation d'urgence, la communication peut être un couteau à double tranchant qui révèle au grand jour le rôle ambivalent des médias. La collaboration avec les médias peut, dans une certaine mesure, être le socle de la lutte contre l'épidémie, une sorte d'épine dorsale dans la réponse. Donc, les professionnels de l'information sont des alerteurs, ils sont des relayeurs. En d'autres termes, mesdames et messieurs les communicateurs, vous devez diffuser la bonne information, l'information avérée, incontestable, authentique, puisée à bonne source qui pourrait être vérifiée. Les communicateurs doivent avoir une attitude responsable, on en a parlé tout à l'heure, pour pouvoir assumer leurs propres propos. Par conséquent, rapprochez-vous toujours des personnes ressources et des experts avant toute publication ou diffusion pour n'ouvrir aucune brèche à la rumeur et à la désinformation qui surgissent là où il y a peu d'informations, pas d'information du tout, une information complète, une mauvaise information ou une information tatillonne. La qualité de l'information et sa source restent la force d'un média. Le vocable média renvoie également à la médiateté, qui rime avec célérité, instantanéité. Ce sont les actions auxquelles on recourt quand on est face à l'urgence ou à la crise. Actuellement, une épidémie de choléra sévit. Le ministère de la Santé publique attend donc de vous une réaction instantanée qui alerte la population et la diffusion des messages essentiels qui contribueront à la concrétiser. Éviter au maximum l'émission des messages qui suscitent la peur et la panique au sein des populations, qui est déjà fragilisée par la seule présence du risque. Vos communications, au-delà de l'information, doivent apaiser, rassurer, convaincre, mettre en confiance. Nous dirons pour terminer que l'anglicisme média, qui veut dire moyen, milieu, lien, désigne toute méthode de distribution, de diffusion, de communication interpersonnelle, de masse ou de groupe, d'informations, d'œuvres, de documents, de messages écrits, audiovisuels, grâce aux supports que sont la radio, la télévision, la presse écrite, l'Internet, dont vous vous servez pour notre collaboration parfaite avec le ministère de la Santé. Il compte sur votre capacité d'anticipation, votre carnet d'adresses, votre auditoire, vos lecteurs, pour stopper l'évolution de l'épidémie dans les zones infestées et empêcher qu'elle ne les franchisse. Paul Wallabiche affirme qu'on ne peut ne pas communiquer. Cette vérité se vérifie davantage en ce moment, car la communication est un outil constructif dans un moment critique. Mesdames et messieurs, merci. Merci encore. Merci pour cet avis d'expert
Et je crois qu'à la qualité des mots médiateur, sérénité, nous sortons de cet exposé enrichi de nouvelles connaissances. Madame Ngono, vous avez la parole. Alors, merci pour le plus, Madame la modératrice, de me passer la parole. Je voudrais, d'entrée de jeu, préciser que j'avais préparé une présentation en bonne et due forme, mais compte tenu du temps, nous allons essayer de prendre juste quelques grandes lignes et surtout que nous avons épilogué déjà sur beaucoup d'autres informations irrelatives. Mais qu'à cela ne tienne, n'est pas superflu déjà de rappeler ce que c'est qu'un journaliste. C'est une personne qui recueille, qui recherche l'information, vérifie, écrit par extension et informe à travers les différents médias, radio, presse écrite, télévision et Internet. Il y a des attitudes à adopter. Pour rédiger un bon article, le journaliste doit adopter le style rédactionnel qui doit pouvoir répondre aux exigences de clarté, de simplicité, de précision, de concision et d'objectivité avec un style qui répond aux différentes questions de référence. Le journaliste doit se poser la question de savoir qui fait quoi, quand, où, pourquoi et comment. Ceci dans le but de donner des informations vraies. Avant la publication de son article, il doit procéder à des vérifications, notamment qui est son lecteur, qui est son auditeur, qui est son téléspectateur, quel message veut-il transmettre et sous quelle forme. Bien choisir son angle de traitement, se demander est-ce que l'information que je vais diffuser informe, est-ce que l'information que je vais diffuser est adaptée à l'importance du sujet, le sujet ici c'est le choléra, est-ce qu'il est concret, est-ce qu'il est abstrait. Donc, en cette période, voilà l'attitude que le journaliste doit adopter avant de rédiger son information. Son rôle est vital parce que l'annonce d'une épidémie interpelle tout de suite la responsabilité du journaliste. Autre attitude à adopter, il faut toujours se référer à l'administration en charge de la mise en œuvre de la politique de santé. Nous l'avons déjà dit, au Cameroun, c'est bel et bien le ministère de la Santé et les organismes en charge des questions de santé. Le journaliste et les médias dans leur ensemble détiennent un rôle primordial. Ils doivent acquérir les connaissances sur la maladie parce que pour pouvoir transmettre des informations, il faut soi-même être cultivé, comprendre les comportements de la population locale. Dans les régions, dans les pays, le Cameroun profond par exemple, pour communiquer à ce niveau, il faut comprendre le comportement de la population avant de pouvoir identifier quel type de communication et quels moyens de communication utiliser pour transmettre le message. La population a besoin des informations fiables et donc le journaliste doit aider, le journaliste professionnel doit aider à éviter ce qu'on appelle récemment l'infodémie. C'est un néologisme qui est né avec COVID-19, c'est-à-dire une vague d'informations fausses ou trompeuses sur les réseaux sociaux. Donc, le journaliste, avec ses qualités et ses techniques, doit aider la population à vivre en marge de cette infodémie. Il faut éviter de créer la panique, éviter de créer la peur. Le journaliste doit rassurer la population. Parce que le journaliste est un peu comme un modèle, c'est un leader d'opinion. Lorsque la radio a parlé, lorsque le journaliste s'est exprimé, il est crédible. C'est un peu comme une parole d'évangile et par conséquent, son rôle est très primordial. Il doit expliquer comment éviter le choléra, quelles mesures prendre à travers, en se rapprochant des spécialistes de la question. Il doit avoir la capacité de relayer les bonnes informations aux personnes se trouvant dans les zones touchées. Un langage approprié, les canaux de médias à utiliser appropriés également. En milieu, on va dire rural, il faut que les radios communautaires utilisent les dialectes parce que très souvent, ce sont des populations qui n'ont pas un accès facile à la langue française. Et pour mieux les toucher, la langue locale passe. Il faut sensibiliser à travers cette langue-là. Tout à l'heure, quelqu'un nous a dit, on a suivi quelqu'un qui a fait un témoignage, c'est qu'il ne savait même pas que le choléra existe au Cameroun. Ça veut dire que dans le Cameroun profond, la communication ne passe pas.
Et donc, les radios communautaires ont un rôle primordial à jouer à ce niveau. Elles doivent organiser des émissions de sensibilisation, rédiger des articles de sensibilisation, des articles qui parlent, qui touchent la population elle-même en leur parlant des moyens de prévention de la maladie, de traitement et des attitudes à adopter. Donc, il faut savoir communiquer pour rassurer. Le journaliste ne doit pas enfoncer le couteau dans la plaie. Pour résumer, on va simplement dire qu'il faut savoir utiliser des sources fiables, indiquer la source, définir les termes clés, utiliser un langage clair, préciser les chiffres, par exemple dans les cadres, dans la communication sur les vaccins, rappeler l'importance de celui-ci pour lutter contre la méfiance des vaccins. Pour conclure, les médias restent et demeurent les relais incontournables pour la sensibilisation de la population. La responsabilité du journaliste reste engagée. À cela s'ajoute un esprit de synthèse, une culture générale solide, un bon niveau de langue ainsi que le sens du contact. En temps d'épidémie, le journaliste, à travers sa plume, devient un personnel soignant à part entière qui participe de manière active au pansement des plaies et à leur cicatrisation. Je vous remercie. Merci, Madame Renaud. Merci de nous rappeler quels sont les standards de la profession. Merci de nous avoir rappelé que le journaliste est un acteur, on peut dire, complet de la riposte, parce qu'en plus d'informer les autres, lui-même doit être imprégné de la bonne connaissance. Merci également de nous avoir rappelé notre contexte en nous rappelant que les messages doivent être adaptés à nos dialectes, à nos langues. Monsieur Banga, je ne sais pas si on a des blogueurs qui parlent foufoudé. Oui, je pense qu'on a avec eux à Crédit. Voilà. Ou bien, donc, c'est aussi une façon de nous attendons les blogueurs en Émoto-Bassa et autres langues nationales pour aller, bien que nous soyons dans les villages aujourd'hui, nous avons des enfants qui ont des androïdes, donc le message peut aller. Donc, nous accueillons... Moi, je ne suis pas dans le vidéo. Nous accueillons un acteur clé de la réponse contre le choléra, qui est actuellement il peut parler, on attend ici. Donc, l'IM numéro 2, et nous sommes sur la problématique de la communication comme arme contre le choléra face à cette flambée qui met en branle le système. Merci, monsieur. Vous avez la parole. Merci. C'est vrai que je suis l'IM2 pour la réponse contre le choléra. C'est vrai que si le choléra existe, c'est d'une part, la communication sur le changement de comportement peut-être n'est pas adressée aux cibles les plus concernées. Et je pense qu'il n'est toujours pas tard et puis une prise de conscience dans ce domaine va toujours contribuer à éradiquer de manière définitive cette épidémie. Le choléra n'est pas quelque chose qui devrait normalement être dans notre langage, surtout pas quand même dans la capitale, politique et économique, parce que ça fait un frein sur le plan économique, sur le plan diplomatique, et donc il est de notre devoir à communiquer jusqu'à ce que les cibles les plus profondes, y compris les chances du lavage de mains, les chances de défécation en l'air libre, et puis les chances aussi d'assainir aussi les aliments que nous mangeons. Et je pense qu'avec l'appui donc des communicateurs, il est clair qu'on mettra hors de notre frontière, parce qu'il y a quand même un agenda qui va jusqu'à 2030 pour l'élimination du choléra. Et nous sommes encore dans le temps, et je pense qu'avant même 2025, on ne parlera plus du choléra, surtout que les journalistes font partie intégrante, et c'est ce qu'il fallait. Et je pense que c'est même les moyens les plus efficaces
pour pouvoir amener la population à une prise de conscience. Merci. Merci, M. Liem. Merci à tous les participants à ce webinaire. Merci à tout le panel d'experts qui a mis à votre disposition leurs connaissances. Merci aux participants d'avoir été très actifs avec des questions très pertinentes et également avec des suggestions pour améliorer l'avenir. Donc, ce que nous pouvons retenir au terme de cette activité, c'est que les professionnels de l'information et de la communication sont des parties prenantes de la mise en œuvre de la riposte contre le choléra jusqu'à l'élimination. Donc, le choléra n'est pas l'affaire du ministère de la Santé. Nous espérons qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, le choléra sera également l'affaire des professionnels de l'information et de la communication. Ces professionnels de l'information et de la communication doivent être des relais d'information, mais pour être des relais d'information, il est nécessaire qu'ils soient eux-mêmes imprégnés de la bonne information. Donc, nous invitons tous les professionnels de l'information et de la consommation à s'abreuver à volonté de la bonne source d'information qui est au ministère de la Santé et au numérique. Et nous relevons également la nécessité d'évaluer l'impact de la communication auprès des bénéficiaires en faisant de manière régulière des évaluations pour qu'on perçoive effectivement l'impact de toutes les activités qui sont menées. Sur ce, je vous remercie encore une fois et je vous souhaite un bon week-end. Bonne journée. Merci. Bon week-end.